Alors, mes chers amis du noyau dur, félicitations. Nous sommes les survivants. Je dois dire que moi-même, j'aime beaucoup ce type de colloque, de dialogue. Vous, le très haute qualité, grâce à la sagesse de nos intervenants, les conférenciers. Et je voudrais remercier de tout mon cœur chaque conférencier qui nous a apporté une richesse dans leur contenu et dans la diversité de leur présentation. Pour moi, toujours, c'est un plaisir de confronter mon ignorance propre et donc toujours qu'on peut ajouter des idées, même des confrontations de ces idées ici ou là. Et j'aimerais bien aussi souligner nos remerciements par la Fondation de Jean Monnet Europe pour le soutien et pour la modération fait par nos amis de Forhaus depuis hier et qui a continué jusqu'au fin de notre travail. J'ai plutôt une petite rédaction qu'une grande synthèse parce qu'il faut du temps pour synthétiser ce qu'on a déjà écouté. On a eu un peu un zoom in, une concentration sur l'Europe et un zoom out, une concentration sur le monde dans le sens plus grand. Et en effet, on a commencé en reconnaissant quelques grandes tendances. Le monde est en train de changer. Le Pax américain est en train de transitionner. Il y a un nouvel moment de politique transactionnelle. Il y a plus de la polarisation dans nos propres sociétés. Il y a des tensions avec le commerce international ou quoi, surtout États-Unis et Chine pour le moment, mais bien reconnu même il y a 5 minutes en ce qui concerne cette stratégie européenne vers la Chine et les changements qui passent et qu'il faut. Donc, il y a toujours pour la politique étrangère européenne le défi, comment créer la cohésion, vous et la diversité des États membres et surtout leur sensibilité autour de garder leurs propres capacités d'agir dans leur intérêt pour faire la politique étrangère. Donc, nous sommes venus plus ou moins vers un moment plutôt de réelle politique. Et donc, on a parlé, c'était un fil pendant les 2 journées. On a parlé du rôle de l'euro et même de trouver un rôle plus élargi, plus ambitieux. On nous a dit comment l'euro est symboliquement un des grands liens entre les pays européens et pour une jeune génération, ils ne connaissent que l'euro. Donc, c'est une chose. Et comment on a eu un leadership qui a joué des rôles clés, surtout le chancelier Kohl, dans un pays moins convaincu que des autres à l'époque, mais quand même qui est entré dans le jeu. L'euro, on nous a dit, est un pôle de la stabilité. Bien sûr, on a subi une forte crise. Mais imaginez-vous la concurrence des taux d'échange et les effets sur le marché unique si on a eu une concurrence pays par pays avec leurs propres taux d'échange. Donc, bien sûr, crise, mais aussi il y a cela à l'autre côté, quelques avantages. Et l'euro a survécu la crise. Il faut, bien sûr, on a parlé beaucoup des autres choses qu'il faut faire, mais il y a la possibilité de parler avec une seule voix et de mieux muscler la capacité de la monnaie unique. Puis on a parlé de l'Union européenne au carrefour, c'est-à-dire stratégiquement. Et on a parlé encore une fois de la polarisation dans le monde géopolitique, de multilatéralisme sous beaucoup de pression, que l'ordre international change. Et donc,
on a commencé une réflexion sur l'autonomie stratégique. Et j'ai trouvé très intéressant, on a mis le doigt sur l'idée de trouver un niveau approprié. Donc, l'idée existe, mais de quoi s'agit-il? Donc, de trouver un niveau approprié. On a parlé, par exemple, d'une autonomie stratégique pour des éléments industriels. La politique autour de l'Iran nous montre que c'est dans le panier. L'autonomie européenne vis-à-vis les États-Unis, il s'agit de quoi? Le rôle de l'euro dont on a déjà parlé. Et donc, on nous a parlé de cette idée d'autonomie stratégique comme un voyage, pas une destination. Et donc, on a cité Mme Mogherini, que ça doit être, l'Union européenne, États-Unis, une autonomie coopérative. Donc, beaucoup de subtilités liées à cette idée. Puis, on a visité ce matin quelques idées liées au Saint-Siège de la part de notre ami M. Tombinski. Une chose qui m'a frappé, parce que pour moi, j'étais pas au courant que c'était Benoît XV, mois d'août 1917, qui a déjà parlé d'une structure internationale composée d'acier au charbon, production métallurgique, dite la production des armements comme levier pour garder la paix. Et des mécanismes de sanctions et tout cela. Donc, c'était très intéressant parce que je dois dire, j'ai écouté cela moi-même pour la première fois. Puis, on a passé vers Pio XI et Pio XII, surtout le sujet, comme nous a dit, de grandes discussions. Mais beaucoup à l'époque de soucis autour du communisme, pas seulement dans l'Union soviétique, mais bien sûr aussi en Italie, en France, qui a bouleversé des choses à cette époque. Comment Pio XII a parlé de la construction européenne et de l'Union européenne, même bien avant, des décennies avant, de l'arrivée de l'idée au niveau des traités. Mais on nous a dit qu'il a oublié complètement ce qui passe à l'autre côté du rideau de fer, qui était très intéressant, le témoignage d'un Polonais de cette exclusion. Donc, très intéressant. Puis les trois citoyens d'honneur d'Europe, leur vision politique et stratégique, leur travail sur l'intérêt commun avec les méthodes communautaires, le mémoire historique qui est un des grands moteurs de la passion pour l'Europe d'Helmut Kohl, l'idée de Jacques Delors, l'Europe doit soit survivre ou entrer dans le déclin. Donc c'est un grand choix, mais il faut toujours un moteur, un projet, un pas en avant et bien sûr pas une forteresse. Et la citation de Hoffman, one of the choices for the future of the world, that Europe has freedom of choice, but it's not yet fully used. This is a citation from 1964. Il reste toujours la capacité de mieux exploiter ce que nous sommes ensemble. Puis on a parlé avec Francesco Velo de Pavie, on a parlé de la politique économique, de la structure industrielle. Il a parlé d'une structure industrielle forte et il a dit qu'en Europe aujourd'hui, c'était la vision de monnaie dans sa pleine maturité. Il a parlé d'un modèle liquide pour les relations entre l'État et les marchés. Et il a parlé des défis aujourd'hui qui ne sont pas capables à résoudre avec les limites des États membres eux-mêmes. Donc, classique, disons. Puis, on a eu, je ne sais pas, oui, Thomas est là toujours. The Chief Traitor. Donc, félicitations pour votre trahison, Thomas. C'était fort intéressant et surtout la passion que vous avez portée
en nous expliquant la politique de ressentiment qui animait tellement de la politique en Pologne, en Hongrie ou quoi que ce soit. Moi, je pense de la phrase de la part de Mussolini, "When you pluck a chicken one feather at a time, nobody will notice." Et en vous écoutant, j'ai parlé de cette phrase de Mussolini parce que c'est exactement cela. On commence ici ou là, mais on termine à une destination imprévue. Et ça, c'est toujours le risque. Vous avez mis le doigt sur le majoritarianisme, the crude majoritarianism, the winner takes all. Very evident, because in a democracy built more on consensual politics, the rights of minorities are powerful drivers as well as the expression of the will of the majority. But crude majoritarianism is about the winner taking all. You talked about the difficulties of striking the correct checks and balances and reminded us that in your view this was not a crisis of governance, but a crisis of the very foundations itself to do with the rule of law. It was a very provocative and stimulating contribution. I'm reminded about this issue of rule of law as I listen to you, how Sovietique it sounded to me. It could be fascist, Sovietique, whatever. There was a recent case in Ukraine, and so I had the echo. I wrote the note to myself as you spoke. The Constitutional Court of Ukraine made a decision a few weeks ago before the election. I asked cui bono, someone has to benefit from this, where 67 entities charged with corruption by the National Anti-Corruption Bureau were let off by the Constitutional Court on the grounds, with smart lawyers, to take the point of Thomas, using the law to break the law, to say that the case against the companies was unconstitutional. But of course, being a law-abiding state, they will introduce a new law, but unfortunately, because they are good lawyers, it cannot have retrospective effect. And so it shows the gaming, and I think you put your finger well on that gaming. Puis on a passé vers le WEF de Davos. Donc encore une fois, le changement dans l'ordre international. On a parlé aussi de l'introspection européenne. Et bien sûr, même chez nous, à la Fondation, on a pas mal de choses très introspectives sur la politique européenne. Que ce soit, nous sommes parfois obsédés par nous-mêmes. C'est une bonne idée d'être intéressé de nous-mêmes, mais on nous a dit de M. Trump parfois que les Américains sont plutôt obsédés par eux-mêmes, donc peut-être nous sommes Américains dans ce cas-là. Quoi que ce soit, c'est une chose. Il faut trouver l'équilibre qu'il faut, mais des excès, liés aux excès, il y a des coûts. Évidemment, on a parlé de la transformation économique qu'on attend, et puis les inconvénients pour la société, et puis les réactions sociétales qui puissent accompagner tout cela. Beaucoup de monde ont parlé du populisme plutôt comme symptôme, même dans notre dernier panel. I recall one thing in relation to how this debate was flowing, that if you look at the statistics for Central and Eastern Europe and this idea of the politics of resentment and blaming the external power, one really interesting thing is that a lot of people who had this dream of the West, of liberty, of openness, of fresh democracy, a lot just voted with their feet and found a job somewhere else. And in fact, if you look at a lot of the states that joined in 2004, as much as 1 in 5 of the population of some of those states packed their bag and left. And so some of the reaction, and this is not to justify excess, maybe you look at what you've lost in terms of demographic weight and active age, and you turn what was your dream into the enemy, which is your nightmare, and you begin a very different kind of path. In any event, that's a subject for another day.
Then we had la contribution de part d'André Liebrecht sur la Russie, le nationalisme, l'idée d'approcher M. Poutine dans les mois, dans les années qui viennent, parce que derrière lui reste un nationalisme même plus aigu. Donc ça, c'était en effet le point. On nous a dit que la politique des sanctions manque de la crédibilité à long terme, et on nous a parlé vraiment de la montée en nationalisme, les Russkis qui montrent cela. En ce qui concerne cette politique, c'est bien sûr difficile. On a posé la question, est-ce que l'Ukraine est indépendante et souverain? Vous avez dit, bien sûr, c'est souverain, mais quand même, il faut être un peu délicat avec ses choix nationaux. Et ça existe, c'est hors de Russie-Ukraine. Mais je me souviens quand même qu'il y a 13 000 morts en Ukraine, vu les circonstances dans l'est de leur pays, dont un quart sont des civils et les autres des militaires. Et le ICC, International Criminal Court, a décidé en novembre 2016 que la guerre en Ukraine de l'Est n'était pas un conflit civil, mais était un conflit entre des États. Et donc, il faut être réaliste, mais sur les deux choses. Le MENA, donc, de Middle East, encore une fois, la crise politique, la crise de gouvernance, la crise des États en faillite, le geopolitical shift dont on a parlé, la Russie qui est revenue sur la scène, les États-Unis qui a ralenti un peu, il est là, mais il a ralenti beaucoup. Et puis les pouvoirs de la région, les régions, l'Iran, les Saoudis, la Turquie, avec les guerres de proximité, mais qui ne sont pas sur leur propre terrain. Et on a eu évidemment la dimension de la sécurité. Ce que j'ai trouvé très intéressant pour les solutions proposées est l'obsession, on nous a dit, de l'Europe de créer des institutions. Et sans aucun doute, nous avons beaucoup de coquillages vidés qui sont là parce qu'on a eu une bonne idée à un moment venu. Et vous avez les quelques mois, chaque année, des réunions, des assemblées, des résolutions et de rien du tout en même temps. Et donc cette idée de transformer les relations plutôt vers des vraies réalités. Donc encore une fois, un appel pour plus de réel politique. Puis avec Benjamin, on a parlé de M. Trump. Pas forcément un accident d'histoire, peut-être un accident d'histoire, mais un symptôme quand même, et qui marque le désir pour une transition. Bien sûr, ni expérience, ni politique, ni militaire, tous les scandales, mais quand même, qui était ici ou là, même assez proche d'Obama. C'est-à-dire l'idée d'exceptionnalisme américain, mais le scepticisme vers les militaires et le rôle militaire dans le Moyen-Orient, par exemple, partagé. Et c'est la vérité. Et puis, on a parlé des États-Unis qui pensent d'eux-mêmes. Trump a dit, en posant la question, faut-il quitter l'accord de Paris, il a dit, I represent Philadelphia, not Paris. Et donc, ça montre quand même une mentalité qui est là. On a parlé évidemment de la Chine, mais aussi, un point clé, je pense, le fin de la guerre froide a recentré la politique américaine plutôt vers l'Asie et moins vers l'Europe. Et bon, c'est un résultat. Et puis le burden sharing, le partage des fardeaux. Je me souviens seulement une chose qui montre que ça existait depuis très longtemps dans la politique américaine. Le Sénat américain, en 1919 et encore une fois en 1920, n'ont pas trouvé la majorité de 2 tiers qu'il faut
pour ratifier le traité établissant la Ligue des Nations après la guerre. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis très longtemps et ça montre que les Américains reviennent vers une histoire bien ancrée politiquement dans leurs institutions et dans leurs valeurs. Michael parle de quelque chose qui est très important, qui est le Tiroler Tageszeiten. Moi, je dois le suivre parce que moi, je suis un coordinateur pour la politique de transport européen. Il inclut dans l'Autriche, il inclut dans Tyrol, donc il inclut le Tiroler Tageszeiten que nous tous doivent lire de temps en temps. Mais vous avez mis le doigt sur le rule of law, la nécessité quand même de garder un multilatéralisme effectif pour faire valoir les solutions qu'il faut, même dans la recherche pour la paix en Corée, avec les Américains, Corée du Nord, Corée du Sud. Et je me souviens en Irlande du Nord, avec l'accord de la paix là-bas, toujours on a eu la question, qu'est-ce qui va changer premièrement? Et finalement, les deux sont allés jusqu'au bout de l'ail et les deux ont sauté en même temps. Et si on ne saute pas en même temps avec toute la préparation diplomatique et technique et politique qu'il faut, toujours on court le risque d'avoir le petit marge de gagnant-perdant qui ne marchera pas. Et vous avez raison. Vous avez parlé de l'art de compromis et l'idée de multi-layered process, et on est totalement d'accord. Donc, l'Europe dans le monde, pour terminer, moi je pense qu'il faut reconnaître que l'Europe, l'Union européenne, est en train de dépasser son adolescence. On devient plus mature. En devenant plus mature, on devient plus adulte. En devenant plus adulte, espérant qu'on peut devenir un peu plus réaliste. Il faut avoir évidemment des perspectives plus à long terme. Il faut être informé par des valeurs, bien sûr, mais être guidé aussi par nos intérêts, surtout, la concurrence systémique qui est là et qui va s'approfondir. Il faut reconnaître nos vraies capacités et les exploiter jusqu'à la limite. C'est nos intérêts. Et en adressant nos intérêts, c'est la maturité des adultes. Alors, merci à tout le monde qui nous a assistés. Merci à tout le monde qui est resté. Merci aux partenaires, le Robert Schuman Center for Advanced Studies, de l'Institut universitaire européen de Florence, le World Economic Forum, Foros, bien sûr, j'ai déjà dit, les Fonds nationaux suisses de recherche scientifique, le quotidien 24 heures et l'Hôtel Victoria, et bien sûr, et toujours les services superbes de l'université, même avec les problèmes techniques de ce matin, on a réglé tous et je suis très conscient du travail que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous le jeudi 2 mai prochain à 17h30 à Dorigny pour une conférence de Micheline Calmy-Drey, ancienne présidente de la Confédération suisse, sur le thème de la politique européenne, le Suisse, organisée par la Fondation en partenariat avec le SUDICAC, le Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne. J'aimerais bien aussi remercier notre propre staff de la Fondation qui a travaillé tellement durement pour faire notre colloque. Je vous souhaite une excellente soirée et pour ceux qui voudraient aller en ville jusqu'à la gare, nous avons un bus, un car qui vous attend. Merci beaucoup.